Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tour du côté des newsas et des fuites associées. En fait, il y a un petit mélange des deux. Il s'est passé pas mal de choses entre des GPU qui prennent feu, entre guillemets, des fuites sur les futures sorties de GPU et de processeurs. On va essayer de faire ça assez rapidement, même s'il y a pas mal de choses à voir en revue. On y va, c'est parti. Et donc on entame avec cette histoire de GPU qui ont rendu l'âme en jouant à un jeu qui fait un petit peu le tour dernièrement sur le net. Le jeu en question, c'est New World, c'est un MMORPG qui est en développement chez Amazon Studio et qui est en bêta actuellement. Alors c'est une bêta fermée, mais il est très simple de se procurer un accès de toute façon, donc on va dire que c'est plutôt une bêta à moitié ouverte. Et il y a énormément de gens actuellement qui jouent au jeu, il y a aussi pas mal d'influenceurs sur Twitch et compagnie. C'est un jeu du coup qui est plutôt populaire. Et il y a quelques jours de cela est apparu quelques personnes qui se sont plaintes d'avoir leur GPU ayant rendu l'âme en jouant au jeu. Ce qui est ressorti assez rapidement, c'est que c'était principalement des RTX 3090 de chez EVGA, en particulier le modèle FTW3. Et apparemment ce qui pose problème au niveau de ces GPU là, c'est quand on est dans les menus du jeu, il n'y a pas de limite de FPS maximum. C'est un problème qu'on a déjà eu par le passé, dans StarCraft 2, dans Witcher 3, quand on était sur le menu d'affichage, pareil, pas de limite de FPS, des FPS qui s'envolent, des cartes qui colwine, des cartes qui explosent. Ce genre de choses, ça pose parfois problème. Alors après, personnellement, d'avoir un gros GPU qui envoie un max de FPS, je ne trouve pas que c'est censé être quelque chose qui fasse exploser un GPU. Un software qui fasse péter certains composants d'un GPU, c'est pas normal. Ça ne doit pas arriver. Et c'est un petit peu ce qui m'embête en ce moment avec la couverture médiatique qui est faite sur ce souci-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui rejettent la faute uniquement sur le jeu d'Amazon Studio, alors qu'en fait, ce qui en ressort, quand on fait un petit peu le tour des gens qui ont traité le problème de façon assez sérieuse, donc on va dire chez Igor's Labs par exemple, ou chez Bitzoid sur YouTube, en gros, on s'aperçoit plutôt que c'est un problème de conception au niveau du GPU. Donc ici, les plus gros fautifs dans l'histoire, c'est plus EVGA et du coup Nvidia, puisque tous les partenaires d'Nvidia sont censés transmettre le design de leur puce à Nvidia pour que celui-ci soit validé pour la production. C'est pour normalement éviter d'avoir des GPU avec une qualité insuffisante. Et personnellement, si je devais acheter un GPU à plus de 1500 €, ce qui n'arrivera jamais, je m'attendrais quand même à avoir un GPU avec une construction, un design, des puces, un assemblage aux petits oignons, pour quand même un produit premium qui coûte très cher. J'ai pas envie d'avoir quelque chose d'assez borderline et qui va clamser comme ça juste parce qu'un jeu lui envoie plus de 1500 FPS. C'est pas censé arriver. Et je rajoute en passant, le jeu est très populaire, comme je viens de le dire juste avant. Il y a énormément de monde qui y joue sans aucun souci, avec tout type de GPU. Donc il y a clairement un problème au niveau du design de ces puces-là de chez EVGA. Donc il y a vraiment un souci au niveau des cartes, au niveau du design de chez EVGA. Igor's Lab les a contactés, ils ont eux-mêmes dit qu'il y avait effectivement un problème avec un certain composant de la carte. Je dirais qu'en gros, ça s'arrête là. Donc justement, chez Igor's Lab, pour faire très simple, d'ailleurs chez Bitzoid c'était pareil, en gros ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'au niveau de la construction et de la conception de la carte, quand on a un jeu avec les menus qui ne sont pas capés au niveau des FPS, en gros, on envoie énormément de FPS très rapidement, donc la carte doit être rafraîchie très rapidement. Enfin, au niveau de la latence, c'est très très court, plus court que d'ordinaire. Ce qui pose problème par la suite, c'est que comme ces temps de latence sont très très courts, les systèmes de protection sur le GPU n'ont pas le temps de déceler les pics de consommation qui sont du coup induits par ces FPS très élevés, ce qui amène parfois, comme ici, à avoir un problème au niveau de la carte par la suite, que du coup les systèmes de protection mis en place ne sont pas assez rapides. C'est pas un design très
performant, on va dire. On a aussi cette vidéo de chez Buildzoid, en gros, où ils expliquent un petit peu tous les différents problèmes qu'il peut y avoir, justement, au niveau de la conception des cartes, qui peuvent amener à ce problème qui a déjà existé par le passé, où on voit qu'il y a ce souci qui revient assez régulièrement. Mais bref. Ce qui pose problème, c'est qu'on a des personnes comme Jess2Sense. Jess2Sense, pour information, c'est un des plus gros influenceurs tech sur YouTube. Il a énormément d'abonnés, enfin je sais plus exactement, mais c'est largement au-dessus des 1 million, voire 2, je sais plus. Je crois qu'il est en deuxième position derrière Linus Tech Tips. Bref, c'est un des plus gros acteurs sur YouTube. Et le gros problème, c'est que quand on a cette personne qui indique lui-même être un fanboy d'EVGA, au niveau de l'impartialité, au niveau de la franchise, personnellement, ça me met pas forcément beaucoup en confiance. Donc du coup, il a demandé à sa communauté sur Twitter s'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes sur New World, et évidemment, quand on a une communauté de cette taille-là, on a apparemment tout un tas de GPU qui ont un problème avec le jeu. Alors après, le problème, c'est que est-ce que tous ces problèmes sont les mêmes qu'avec la 3090 de chez EVGA? Difficile à dire. Quand on regarde les commentaires sur Twitter, on a certaines personnes qui ont eu des écrans noirs, des plantages, des trucs comme ça. Ce qui n'a pas forcément... Enfin, c'est pas exclusif à New World, hein, ce genre de comportement sur un GPU. Et ça ne veut pas dire que les 10 GPU ont explosé. Alors, est-ce que d'autres GPU ont le même problème? Est-ce que d'autres GPU ont des problèmes de conception? C'est tout à fait possible. Mais blâmer uniquement Amazon Studio, c'est pas très honnête non plus. Alors oui, Amazon aurait dû caper les FPS dans leur menu, c'est un problème qui revient régulièrement, on sait que ça peut poser problème sur certains GPU. Ils le savaient déjà l'an dernier, puisque pendant l'alpha, il y avait exactement le même problème, donc en gros, ils avaient une année pour résoudre ça, c'était pas très compliqué, puisque ils ont patché ça, ils ont patché ça hier ou avant-hier, je sais plus. Donc c'était pas un problème insurmontable qui va très probablement très vite à résoudre, et ça aurait évité tout ce bad buzz. Mais bon, moi ce qui m'embête dans toute cette histoire, c'est d'avoir de gros influenceurs comme ça qui volent au secours de leur marque préférée pour porter le blâme sur quelqu'un d'autre, alors qu'effectivement il y a bien un problème au niveau hardware. Et j'ai pas envie d'avoir de gros influenceurs arriver pour faire le SAV marketing des marques qui les payent très probablement assez grassement. Donc bon, c'est très malvenu à vie perso. D'ailleurs, si vous avez un de ces GPU et que vous voulez quand même jouer à New World, normalement le problème est réglé, mais je vous invite quand même à mettre un cap au niveau des FPS maxi dans ce jeu. C'est faisable dans les drivers de votre GPU, sur les cartes Nvidia, sur les cartes AMD très probablement aussi, mais bon, vous êtes majoritairement chez Nvidia, et apparemment chez AMD il n'y a pas autant de problèmes sur ce jeu. Donc c'est dans les settings 3D, vous pouvez faire ça au global pour tous les jeux disponibles dans votre catalogue, de mettre un FPS maximum, comme ici, de 140 ou de 240, de 300, enfin vous faites ce que vous voulez. Ou vous pouvez aussi le faire par jeu, c'est dans les drivers, c'est possible, il n'y a rien de compliqué, et ça vous évitera d'avoir un problème, puisque personnellement, si j'avais cette 3090 de chez EVGA, je ne serais pas spécialement rassuré quant à son avenir, tout en sachant qu'elles ont un problème connu. Enfin bref, c'est un souci dont on va entendre très certainement parler encore pendant quelques temps. On va voir s'il y a vraiment eu un gros pic de GPU décédés dans l'histoire, ou est-ce que c'est vraiment des cas malheureux, mais isolés. Je pencherais plutôt pour cette solution-là, puisque vu le nombre de personnes qui jouent au jeu actuellement, s'il y avait vraiment un gros problème au niveau software qui fait exploser des GPU, ce serait une véritable hécatombe, et c'est pas vraiment le cas. Donc bon, affaire à suivre. Alors on enchaîne avec la sortie prochaine des Ryzen 5000G. Alors on a les 5600G et 5700G qui doivent arriver pour les PC de bureau. Souvenez-vous, on en a parlé depuis un moment, ce sont des APU, donc ça veut dire qu'il y a une partie graphique intégrée, et c'est une façon plutôt opportuniste d'AMD d'arriver sur ce marché en pleine période de pénurie avec des GPU qui jusqu'ici étaient réservés pour les PC portables ou pour certains intégrateurs. Pourquoi c'est opportuniste? Ben c'est principalement au niveau du tarif. Le 5600G à 260 balles, c'est à peine moins cher que le 5600X, qui a des performances quand même un bon cran au-dessus, et c'est pareil pour le 5700G à 360 balles. Le 5800X
est bien plus puissant, et je dirais que le 5600X, dans l'ensemble, je le préfère à ce 5700G au niveau de ses performances au global. La partie graphique intégrée, c'est du Vega, c'est la même chose qu'on retrouve chez AMD depuis quelques années maintenant. On attend les prochaines architectures d'AMD pour avoir un switch vers RDNA 2 au niveau de la partie graphique intégrée, mais c'est pas encore le cas. Donc la partie graphique intégrée, de ce qu'on a vu, il y a déjà eu des tests chez Hardware Unboxed et Gamers Nexus. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller les voir. Mais en gros, on peut jouer en 1080p low à certains jeux, ou en 720p avec plus de détails, mais dans l'ensemble, ce sont des performances plutôt basses et tout juste suffisantes pour dire de pouvoir jouer à certains jeux. Et le seul vrai intérêt de ces CPU-là, c'est de pouvoir acheter par exemple un processeur à 8 cœurs, comme ici le 5700G ou le 5600G, d'attendre d'avoir des GPU à prix plus correct, et du coup de les utiliser, et de ne plus utiliser la partie graphique, une fois qu'on peut s'acheter un GPU à un bon prix. Donc le gros problème de ces deux nouveaux processeurs, c'est leur placement tarifaire. Personnellement, je préférais acheter un 5600X avec un petit GPU d'occasion qui aura probablement de meilleures performances que le GPU intégré pour même pas 100 balles, de le revendre une fois que les nouveaux GPU seront à un prix correct, et d'avoir un processeur plus endurant, plus costaud pour la suite, plutôt que de se retrouver d'office avec un processeur un peu moins bon. Donc bref, c'est un peu là la limite de ces processeurs-là, c'est vraiment situationnel, et le 5700G, pour moi, est beaucoup trop cher. Surtout qu'en plus, certains modèles sont en pré-vente, entre guillemets, en réservation, dans certaines boutiques, à des prix plus élevés que les prix recommandés. On verra ce que ça donnera au moment de la sortie. Si en France, les prix sont au global plus élevés que les prix annoncés, ça le ferait pas trop puisque c'est déjà pas des prix très bons. Encore une fois, le placement performance-prix le plus intéressant, de toute façon, ça se passe chez Intel actuellement. C'est toujours les 10 400 et les 11 400 pour les petits budgets qui sont les plus intéressants au niveau processeur. Pour du 6-core 12 threads, un tarif avoisinant les 150 balles. Et effectivement, à 150 balles, je préfère acheter le 11 400 ou le 10 400, rajouter un petit GPU, que d'acheter ce 5600G par exemple. On reste sur les processeurs avec des fuites qui ont fait le tour aussi cette semaine au niveau des performances d'Alder Lake, la future architecture d'Intel qui est prévue pour la fin de l'année, où le 12900K, et non pas KS, c'est une faute de frappe apparemment, aurait des performances supérieures en single thread et en multithread par rapport au 5950X d'AMD. Alors c'est questionnant, puisque autant en single thread, le fait qu'il soit plus puissant, ça j'ai pas trop de doute. Par contre en multithreading, qu'il soit supérieur au 5950X, ça me paraît plus douteux, dans des conditions normales, je dirais. Puisque bon, la future architecture d'Intel, c'est du mélange de petits corps et gros corps. On aura ici sur le 12900K 8 gros corps classiques plus 8 plus petits corps, pour un total de 24 threads, puisque les petits corps n'ont pas d'hyperthreading. Donc une architecture avec 8 gros corps et 8 petits corps qui ferait mieux qu'une architecture avec 8 gros corps, 32 threads sur Cinebench, je demande à voir. Après, pourquoi pas. Il rajoute quand même aussi au niveau des explications qu'il ne faut pas se réjouir trop vite, puisqu'au niveau de la consommation, le processeur taperait plus de 200 watts assez facilement. Ce qui voudrait dire que pour arriver à ce niveau de performance-là, ce serait très probablement du matos légèrement overclocké. Après, au niveau de la source des benchmarks, c'est chinois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On va attendre d'en savoir plus. Alors, avant que les fanboys s'énervent, je n'ai rien contre le fait qu'Intel reprenne la couronne. Je dirais même que ce serait une bonne chose, puisque ça ferait qu'AMD bougerait son cul aussi, peut-être plus que ce qu'ils ont prévu. Donc, que Alder Lake soit une très bonne architecture, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout comme le fait que Zen 3 était une très bonne architecture, ça a été bénéfique pour tout le monde. En parallèle de ça, on a aussi un petit peu d'infos, des fuites sur les performances de Zen 3D. Alors Zen 3D, c'est en gros le refresh dont on en a déjà parlé de l'architecture Zen 3 avec un cache assez immense posé dessus, un stacking de couches, ce qui nous amènerait à avoir plus de performance en jeu, et peut-être aussi, dans certains cas, dans des applications professionnelles,
où on entend que par rapport au Zen 3 actuel, ce Zen 3D aurait des performances 15% supérieures par rapport au Zen 3 actuel. Et apparemment, les 15% seraient une figure assez conservative au niveau des performances finales. Donc, on peut s'attendre à ce que les performances soient meilleures que 15%, c'est peut-être l'estimation basse. Ce qui voudrait dire que ce refresh de processeur AMD avec un gros cache en plus aurait des performances probablement similaires à ce que la nouvelle architecture d'Intel va nous proposer. Et ces Zen 3D seraient apparemment déjà entrés en production en Chine, où ils sont en train de se préparer pour, très probablement, pour une arrivée vers la fin de l'année. Donc, on aura une bataille assez coriace au niveau des processeurs sur la fin de l'année, puisque, pour rappel, un Zen 4 a été légèrement repoussé au niveau de l'année prochaine, mais AMD ne va pas rester sans rien faire. Ils vont mettre quelque chose en face de la nouvelle architecture d'Intel qui devrait reprendre la couronne au niveau gaming. Le Zen 3D, c'est un petit peu la réponse prévue par AMD pour contrer justement l'arrivée de ces nouveaux processeurs Intel qui s'annoncent quand même plutôt bons dans l'ensemble. Alors après, encore une fois, hein, que les performances soient bonnes, c'est cool. Par contre, si on se tape des processeurs qui consomment plus de 200 watts, avec des GPU qui devraient arriver, qui consommeront plus de 300-400 watts, ça fait déjà minimum 600 watts pour une config. Pour être tranquille, ça veut dire alim de 1000 watts pour tout le monde. Comme j'arrête pas de le dire, cette tendance à augmenter la consommation pour avoir des performances supérieures de 5% par rapport à la concurrence, pour moi c'est une aberration. J'aime pas ça du tout dans l'ensemble, mais j'ai quand même l'impression que c'est ce vers quoi on se dirige au niveau des processeurs comme au niveau des GPU. C'est de la merde. On va aborder le segment fuite et 6600. On a la 6600 XT qui est apparemment prévue pour un lancement le 11 août, ça va aller très vite. On a aussi apparemment un lancement de la 6600 non XT pour septembre ou octobre selon Cortex, avec un lancement aussi de Navi 24, une puce encore plus petite pour la fin de l'année. Le problème de la 6600 XT, on l'a déjà vu par le passé, c'était le prix, puisqu'on entendait parler d'un prix de lancement de la 6600 XT d'environ 400$, ce qui est absolument dégueulasse pour une puce qui doit avoir des performances équivalentes à la 5700 XT dans le meilleur des cas. Meilleur des cas, c'est-à-dire en 1080p, puisqu'on avait vu qu'au niveau de l'architecture, au plus on monte en résolution, normalement la 6600 XT devrait s'écrouler assez vite. Une carte aussi chère pour des performances uniquement correctes en 1080p, ça le fait pas trop. D'autant plus qu'on voit chez Cocottland une news qui, selon leurs sources, probablement chez certains distributeurs français, on nous annonce déjà un prix avoisinant les 500 voire 550$ au lancement, enfin euros plutôt, ce qui est encore plus cher que les 400$ dont on entend parler depuis un moment. Et alors là, à ce tarif-là, c'est pas du tout intéressant, mais ça n'empêchera pas la carte de probablement se vendre à ce tarif, puisqu'effectivement, il n'y a rien à ce prix-là actuellement non plus. Alors à côté de ça, on a aussi Moore's Law is Dead qui a fait une grosse vidéo sur la 6600 XT et la 3060, puisqu'apparemment il y a des choses qui se préparent du côté d'NVIDIA pour le lancement de la 6600 XT. Je vous fais la version abrégée, hein. En gros, NVIDIA depuis quelques temps ne mettrait quasiment plus en vente de 3060 et de 3060 Ti. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au niveau des drops. Que ce soit sur Part Alert ou chez Bavarnold, on voit qu'il y a très peu de 3060 et de 3060 Ti dernièrement. Apparemment, Nvidia ferait en sorte que les partenaires également gardent leur stock pour balancer la sauce au moment du lancement de cette 6600 XT, pour couper l'herbe sous le pied d'AMD tout simplement, qui, selon les dires de Moore's Law is Dead, aurait un stock plus conséquent que ce qu'ils ont eu par le passé pour cette 6600 XT. Est-ce que ça voudrait dire que début août, on pourrait avoir une salve de beaucoup, potentiellement beaucoup, je sais pas, on verra ce que c'est, beaucoup de GPU milieu de gamme sur le marché? Peut-être, c'est à espérer. Par contre, ce qui est à espérer, c'est que le prix ne soit pas horrible non plus pour les deux modèles, hein. Que ce soit la 3060, la 3060 Ti ou cette 6600 XT, ce sont pas de mauvais GPU. Ce qui est mauvais, c'est le prix. Donc si on a du stock plus important que d'habitude sur ces modèles-là, en même temps chez les deux marques, sur plusieurs modèles, on peut espérer peut-être une petite fenêtre de tir avec des prix pas trop dégueulasses.
Bon, on verra bien, ce serait le meilleur des cas, j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. Dans cette vidéo ici, il revient sur certains autres sujets comme les cartes LHR. Apparemment, Nvidia, c'est pareil. Normalement, on était censé avoir des cartes LHR en nombre au mois de mai. On voit que ce qu'on retrouve sur le marché actuellement, ben, c'est plutôt les modèles classiques. Puisqu'apparemment, Nvidia pousse ses partenaires à faire le switch petit à petit vers ces modèles LHR. Mais en parallèle de ça, il leur laisse le choix d'acheter toujours les modèles classiques. Ce ne sont pas les mêmes puces, mais vous vous doutez bien que les partenaires d'NVIDIA, ça les intéresse plus de faire les modèles classiques que les modèles LHR, puisqu'ils peuvent les vendre plus cher. Donc tant que les puces classiques sont toujours sur le marché, les partenaires d'NVIDIA n'ont pas grand intérêt à passer au modèle LHR. Pour l'instant, les deux sont présents, avec très peu de modèles LHR sur le marché. Bon, c'était encore une fois un bon gros coup de com' de la part d'NVIDIA, sans grand chose de réellement concret derrière. Donc si le sujet vous intéresse, allez voir sa vidéo, mettez les sous-titres, il y a probablement des infos pas inintéressantes à glaner. Après, je sais pas si tout va se vérifier ou pas. Ce serait pas la première fois que Bourzo is Dead nous sorte des choses qui ne se vérifient pas entièrement par la suite. Ça reste des rumeurs pour la grande partie. Autre info au niveau des fuites, actuellement on entend beaucoup parler de la future RTX 4000, on entend aussi beaucoup parler de RDNA 3 actuellement, il y a pas mal de chiffres qui fusent dans tous les sens, c'est difficile de savoir vraiment vers quoi on se dirige, d'un côté comme de l'autre en fait. Aux dernières nouvelles, hein, Ada Lovelace, la future architecture d'NVIDIA, serait prévue sur le Node 5 nanomètres de TSMC et non pas chez Samsung. Alors on a un peu deux sons de cloche différents. On a Copy de 7 Kimi qui dit que c'est du 5 nanomètres, que ce soit Samsung ou TSMC. On a Gremon qui nous indique du 5 nanomètres TSMC 100% sûr. Bon, je dirais que tant que les deux ne se seront pas mis d'accord, on verra bien ce qui arrivera au final. Qu'on entend aussi dire, hein, c'est que selon qu'AMD aura proposé, Nvidia proposera soit le AD102, soit le GH202 en cas de besoin, en cas de dernière carte. Si l'écart est trop important pour cette future génération de GPU, si AMD est vraiment très dominant, on annonce du lourd des deux côtés de toute façon, comme on l'a vu par le passé. Au niveau des chiffres, on verra ce que ça donne. Pour RDNA 3, on entend aussi parler de beaucoup de choses différentes actuellement. Jusqu'ici, on entendait du 2 fois la 6900 XT, grosso modo, avec 2 puces à 80 CU. Maintenant, ce serait probablement des puces avec plus que 80 CU, ce qui voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec un RDNA 3 avec entre 120 et 180 CU, ce qui est une différence assez conséquente. 120 CU, c'était le double des 60 CU actuels de Navi 21. 180, ça voudrait dire 3 fois le Navi 21 actuel, ce qui voudrait annoncer des performances assez immense. Bon alors après ça veut peut-être dire aussi qu'il y a beaucoup de changements au niveau même de l'architecture de la puce en interne, un petit peu comme ce que fait Nvidia entre Turing et Ampere, où on a eu un doublement des shaders, puisqu'ils ont changé la façon de les compter et de les faire. C'est pas impossible que ce soit la même chose du côté d'AMD sur cette future génération. On va pas trop rentrer dans les détails, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ben, c'est on s'attend à du gros au niveau des perfs de la part d'AMD, et qu'NVIDIA est un petit peu dans l'attente de voir ce que va proposer AMD pour s'adapter au mieux avec ce qu'ils vont mettre en face. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, que ce soit les liens des différents Twitter ou de chez Bourzo qui annonce aussi pas mal de choses vis-à-vis de Lovelace de chez Nvidia, mais plus au niveau Switch et compagnie. Puisqu'apparemment, hein, il y aurait bien une future Switch. Et non pas la future Switch OLED, mais un autre modèle de Switch qui devrait arriver d'ici 2 ans. Alors ça peut paraître surprenant quand Nintendo vient d'annoncer sa Switch OLED, mais c'est pas si surprenant que ça dans l'ensemble. Hein. Nintendo, c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils nous sortent une dernière version d'une console avec la vraie nouvelle console qui arrive moins d'1 an plus tard. On a eu le coup avec les 3DS XL, les DSi et compagnie. Enfin, il y a eu plusieurs fois par le passé Nintendo qui finit de traire la vache une dernière fois avant le lancement d'une nouvelle architecture, enfin d'une nouvelle console. C'est un petit peu le scénario qu'on aurait ici. Puisque au niveau timing, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, on avait aussi entendu dire qu'NVIDIA arrêtait la production
du stock de la Switch actuelle, et que Nintendo aurait fait un stock d'environ 30 millions de puces, ce qui veut dire 30 millions de Switch, ce qui leur serait très probablement suffisant pour tenir environ un an et demi, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, puisque apparemment Nintendo, le futur stock de cette future Switch serait basé sur Lovelace également. Lovelace qui doit débarquer d'ici un an. Hasard du calendrier, très probablement. Donc ça, ce sont de grosses rumeurs. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas une certaine logique, ça n'arrivera pas. On verra ce que ça donne, mais au niveau du calendrier et de ce qui s'est déjà passé, ça paraît pas déconnant. Donc là aussi, il y a énormément d'infos qui circulent de part et d'autre. Les leakers ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, ce qui me laisse dire qu'il y a encore beaucoup de choses indécises et aussi de fausses infos qui circulent. On va attendre que tout ça se décante, mais c'est intéressant de suivre un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a sûrement du vrai dans l'histoire, mais on sait pas encore quoi. Ce qui est certain, c'est qu'une grosse année 2022 s'annonce, que ce soit au niveau des GPU, puisqu'on aura du coup les 3 constructeurs présents sur le marché. Au niveau processeur, c'est pareil, on aura du gros qui va arriver. Nouvelle architecture d'Intel, un refresh assez performant apparemment de la part d'AMD, et aussi une nouvelle architecture d'AMD plus tard en 2022. Ça va être une très grosse année l'an prochain. Et ça va aussi être une très grosse année au niveau de la consommation du matos, et ça c'est moins sympathique. Enfin bref, ça va être intéressant de suivre tout ça au fil du temps, au fil des informations. Mais actuellement, je vous avoue que c'est un petit peu le bordel, et on entend des sons de cloche assez différents entre les différents leakers. Donc il est assez difficile de savoir vers quoi on se dirige. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à suivre la chaîne, hein. J'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 4000. Ça fait plaisir, hein. Ça aide vraiment la chaîne hein, si vous vous abonnez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas également à passer sur Discord faire coucou. N'hésitez pas à passer sur le stream. Je sais, j'ai pas streamé depuis un moment, mais je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end, portez-vous bien. Salut!